Bien. Seconde. C'est bon? Vous voyez là, les amis? Ok. Alors, bon, alors, j'explique un peu, hein, puisque toi, tu es un peu un nouveau venu. Vous connaissez Rudy Enigman? Oui, vous connaissez? Oui, c'est bien l'événement durant Bécassis. C'est bien formulé. Mhm. Ok. Alors, donc, ça fait quand ChatGPT est sorti en public, monsieur, un mercredi soir, Jonathan Cohen me dit, Rav, il faut absolument que vous voyez ce truc-là. N'est-ce pas? C'est le premier qui m'en a parlé. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Pour l'intelligence artificielle, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et donc, euh, ben, j'ai regardé un petit peu et je me suis rendu compte que ça allait être un raz-de-marée. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, comme nous, ici, à l'échelle des étudiants, on travaille surtout avec des étudiants, comme son nom l'indique, je sentais que c'était vraiment un sujet euh, énorme qui soulève d'abord qu'est-ce que c'est la pensée humaine. Ça nous force à réfléchir qu'est-ce que c'est la pensée humaine, quelle est la spécificité de l'humain. C'est un. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé. On a, depuis 3 ans, on a publié beaucoup de choses, hein, même beaucoup de conférences, beaucoup de textes aussi là-dessus. Bon, surtout sur la spécificité de la pensée humaine. Maintenant, euh, comme on trouvait que c'était un chantier très, très, très important, avec Johan et d'autres, on a, on a fait un programme qu'on a rédigé, qu'on a vendu, entre guillemets, aux institutions juives. On a un retour positif de la FMS. On attend d'autres retours positifs d'autres institutions. On n'a encore pas. Voilà. Mais en tout cas, on s'est engagé avec les FMS. On s'est engagé, on a reçu déjà. C'est un engagement de faire. Alors, il y a plusieurs. On a fait une grande réunion avant Pessah, hein, vous étiez là. Et il y a plusieurs directions de travail. Là, à Pessah, depuis Pessah, on est parti sur un point précis. Et je trouve que c'est vraiment très, 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 très enrichissant. C'est la 6e partie du Beragola, du Maharal, qui travaille la relation entre qu'est-ce que c'est la Torah et qu'est-ce que c'est les sciences des nations. Et donc, plusieurs, Jonathan, Ariane et toi, vous êtes, disons, tous les jours à suivre ça, ainsi que d'autres personnes. Et ça mord. Hein. On voit que les jeunes aiment beaucoup ce travail. On est presque une dizaine en présentiel, plus ceux qui sont en Zoom. Donc c'est vraiment super. C'est très, 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 très intéressant. Et excusez-moi le mot qui est un peu à la mode, c'est inspirant. Mais sans blague, c'est hyper inspirant. Shalom. Voilà. Alors, si tu cherches une place la prochaine fois, on a des places de parking qui appartiennent à l'Yeshiva. Ça, c'est très important. Très important. Et ouais, tu verras ça avec Mélir. Ah, on fait des badges à tout le monde, mais Voilà. pour les faire sur place. Bon, on va voir ce monsieur qui drive Mirama. Donc, Emmanuel Bocara, euh, qui a plusieurs casquettes. Hein. Il a posé ton chapeau. Et, et donc, tu t'occupes d'une choule, hein, c'est bien. Et tu t'occupes aussi de l'école Faredi de la Württemberg, l'école de primaire, l'école
Oui, toute la structure. Administrativement. Toute la structure. Et depuis 5 ans, bientôt, 5 ans, je pense, tu fais, commence, 5 ans et demi, après le confinement, euh, tu fais un programme vraiment extraordinaire, ce qu'on appelle, nous, les bases de la vie juive. Donc, régulièrement, tu mets des pastilles sur la phare. Tu viens d'envoyer sur des numéros de Shabbat. Ouais, c'est un rappel. On rappelle sur les numéros de Shabbat. Et ça ratisse large, puisque comme c'est très précis et très documenté, même pour des gens qui sont très engagés dans la Torah, ça leur apprend, et des gens qui ne connaissent rien, ça leur apprend aussi. C'est ça le but. Et on a été subventionné il y a 1 an par le consistoire pour ce programme. C'est sur la chaîne de la Yeshiva. Non, ça s'appelle les bases de la vie. C'est une plateforme. Plateforme, les bases de la vie. de fondation. L'histoire est partenaire avec la Yeshiva. Voilà. C'est un truc de dingue. Franchement, tu as déjà regardé, Ariane? Hein, c'est La vraiment. base de la vie. Comment? C'est un terme très bien précis, des bases. Voilà, parce qu'il y a plein de questions. Il y a des gens, par exemple, ils ne savent pas, ils veulent. Quelqu'un, il se convertit, il ne sait pas que c'est la plaque de Shabbat. Tu as 3 fois 20 minutes qui expliquent la plaque de Shabbat. Là, il va avoir les 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a droit à faire 3 semaines? Il y avait, par exemple, là, le deuil, du Homer. Voilà, tous les détails, qu'est-ce que c'est, et pourquoi il y a des différences entre le minhag ashkenaz et le minhag séfarade, et machin, là, franchement, c'est extraordinaire. Bien. Alors là, pourquoi j'ai invité Rav Bokhara? Parce que il y a des questions halachiques posées, qui se posent par l'intelligence artificielle. Et d'abord, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est lister les questions. Alors, il y a 2 ans, avec Cathy, on était à Golden Green, pas pour faire un attentat, mais pour des mariages. Et bon, et là-bas, dans une librairie juive, j'ai trouvé ce livre, Software on Artificial Intelligence in Halakha. Tu as déjà vu? Non. Alors, c'est surtout business, hein, c'est surtout le côté business. Question de droit, c'est ça? Comment? Question de droit. Question de droit, de droit d'auteur, lié au numérique. Pas tant sur l'intelligence artificielle que sur le numérique. Par exemple, est-ce qu'un contrat, quel est l'engagement fait par un contrat numérique ou des choses comme ça, euh, voilà. Donc, ça, c'est des points surtout liés au droit civil. Mais il y a d'autres questions liées à Shabbat. Liées à Shabbat. Alors, j'ai posé la question à des Dayani, mais je n'ai pas eu vraiment la réponse bien précise, parce qu'en vérité, même la question, je n'arrive pas bien à, à la penser. C'est mettre en place des algorithmes qui vont travailler pour nous au Shabbat. Parce que ils ont un trader, le, le trading, il faudrait qu'il travaille 24 heures sur 24. Seulement, on est des êtres humains, à un moment on fait dodo, ou on va faire du tennis, on va chercher nos enfants à l'école, que sais-je. Donc, on a des limites humaines. Mais en mettant en place des algorithmes, tu peux être trading 24 heures sur 24. Et dont Shabbat, et dont les fêtes, etc. Comment aborder ça? Comment? C'est le cas, oui, mais je ne dis pas de science-fiction. C'est déjà autorisé. Je ne sais pas si c'est autorisé. Ah. Je ne sais pas si c'est autorisé. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit la question la plus difficile d'ailleurs, parce qu'il y a déjà les questions qui se posaient avec quelqu'un qui a des distributeurs pendant le Shabbat.
Le simple fait qu'il y ait un distributeur qui fonctionne, ça veut dire qu'il y a des transactions qui se font dans son domaine pendant que Oui. donc, c'est une question qui s'est déjà posée. Et après, ça c'est, disons que c'est la même question qui va se poser avec les. C'est parce que ton distributeur, quand il voit quelqu'un qui ne lui plaît pas, qui va acheter une canette de coca, il va dire moi je vais pas faire la canette de coca. Tandis que l'intelligence artificielle prend des Elle va décisions. prendre des décisions. Et prend des décisions et peut-être que tu serais amené, à ne pas être d'accord avec ces décisions et que tu aimerais intervenir. C'est plus stressant que simplement un site internet qui est ouvert et qui enregistre des commandes. Ouais, il y a des commandes, il t'achète 3 packs d'eau, voilà, il n'y a rien de spécial. Et quand il va falloir savoir, est-ce qu'il faut vendre des actions ou acheter des actions samedi 14h15, tu as mis en place l'intelligence artificielle qui, selon ces données, va dire il faut acheter, mais toi, tu as l'intuition que non. Tu vois Ça ressemble plus à avoir un gestionnaire à la limite. La question, avoir un gestionnaire non juste qui gère une affaire, c'est comparable. Là, j'ai presque une personne qui. C'est un chat-billard. Voilà, parce que c'est considéré comme une personne, et à ce moment-là, bon, la vérité, c'est que ce n'est pas une personne. C'est un robot. C'est un robot. Les Rachamim, ils n'ont pas interdit Admiral et robots. Robot. Ah, voilà. Admiral et Goy, mais pas Admiral Oui. et robots. Ah, non. Voilà. Non, ils n'ont pas interdit. Ouais. Mais c'est une réflexion Voilà, à avoir. exactement. Voilà, d'accord. C'est une autre question. C'est une réflexion à avoir. Je ne sais pas, moi. Parce que ça prend des décisions fines. Ouais. Alors, évidemment, c'est traité. Tu as dressé un singe pour 14h15 qui t'allume la lumière. Je pense que la question est traitée. Ça, c'est les aspects que tu peux expliquer le soir. Non, pas Non, forcément. d'accord. Donc, c'est juste un. Mais j'explique pourquoi j'ai demandé à Emmanuel d'être présent, d'essayer de creuser ces questions qui ne sont pas mûres. Moi, je sens que ce n'est pas mûr. Mes questions ne sont pas mûres. Mais parce que, en général, dans notre tradition, on n'aborde pas oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Tu vois, on est en face d'une réalité. Je prends un exemple. Lorsque il y a eu dans les années 50, les années 60, les années 70, des bouleversements dans médicaux, hein, dans les années 50, la question s'est posée, quel est le statut des inséminations artificielles? Alors, la question n'a pas été c'est bien, c'est bien pour l'humanité, c'est pas bien pour l'humanité. La question c'était, voilà, est-ce qu'on permet à cette dame, ça fait 10 ans ils n'ont pas d'enfant, est-ce qu'on permet, avec un donneur externe au couple, est-ce que cet enfant va être mamzer ou pas mamzer? On ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Raph Feinstein, ok, d'accord, bon, la question est claire. Il n'a pas dit c'est bien, c'est pas bien. Après, il y a une question, voilà, il y a la pilule contraceptive. On va aller, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est permis ou pas permis? Dans quel cas? Dans quel cas? Oui, machin, ça fait des saignements. Raffenstein, il dit, on peut permettre parce que il n'y a pas un problème d'Ashratazera, ça ne fait pas d'appliquer la semence. Maintenant, il y a un autre problème. À son époque, ça crée des saignements systématiques. Donc, là, c'est un autre problème. OK, c'est comme ça qu'on aborde dans notre tradition. Donc, c'est pas c'est bien, c'est pas bien. C'est pas, ouais, c'est satanique ou pas c'est satanique. Il faut laisser au pape. Mais
Quels seraient les points d'entrée? Quelles seraient les questions que vous pensez? Ah. Oui, non, comment ça commençait avec Alors. Oui, il en est, lui, sur ça. Et de quoi vous avez parlé? Alors, bien. J'essaie de me souvenir de quoi je vais parler et sur quoi on a discuté. Vous êtes vu? Oui, oui. Alors, donc, c'est un monsieur que je connais. euh, Ce monsieur, bon, c'est un très, très, très grand industriel et qui est un monsieur incroyablement mondain. J'ai jamais rencontré quelqu'un de mondain comme ça de ma vie, je ne savais pas que ça existait. Euh, et je lui ai dit qu'on travaillait sur l'intelligence artificielle. Il m'a dit, ah, ce serait intéressant que vous rencontriez mon ami Cédric Villani. Bon. Alors, je dis, oui, ok, je l'appelle. Allô Cédric, salut ma poule, comment tu vas? Et le mec, il faisait du trekking en Afrique, il avait néanmoins du réseau. Il a dit, ah, il faut absolument rencontrer Cédric. Machin. Alors, on s'est rencontrés il y a un mois et demi environ. Je ne pouvais pas être présent, mais tu étais en dessous, peut-être? Non, non. Ouais. Alors, il y avait Damien Blumenfeld qui était avec moi. Alors, je lui ai rapporté un de passage tout à l'heure pour essayer de. Mais je ne me souviens plus quel passage précis. Et c'est quelqu'un de très, 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 très vif intellectuellement, hein. Très vif et très sérieux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez regardé quelques passages de, de ses conférences. Euh, il a l'air foufou. Il a l'air foufou. Ce qui peut être un aspect de sa personnalité. Mais quand on parle de qu'est-ce que c'est l'être humain, qu'est-ce que c'est la pensée humaine, il a une véritable réflexion et il est dans la réflexion. Et moi, ce que j'ai aimé avec lui, c'est que c'est un grand spécialiste de son travail. C'est bon, un mathématicien. Moi, je ne suis pas compétent pour savoir qu'est-ce qu'il vaut en mathématiques. On a parlé plutôt de physique quantique, dans lequel il a l'air d'être complètement up-to-date. Mais pour lui, ça renvoie à des problématiques existentielles humaines. Et on s'est trouvé là euh, un champ commun de réflexion. C'est un technicien, mais à la fois une réflexion humaine. Comment j'aborde ça dans mon existence? Comment? Ce qui semble être rare, a priori. Vous avez dit que- Euh, Je sais pas si c'est spécialiste de grands scientifiques. Voilà, des grands scientifiques, mais pas seulement philosophiques, existentiels sur l'existence. Et d'ailleurs, un temps, il s'est engagé en politique parce que, et ça a des impacts, ces bouleversements de société politiques très très importants. Il y a, je sais pas, le travail va changer, l'école va changer, l'école doit changer, les travaux, le travail doit changer. Donc là, il y a une réflexion là-dessus, une réflexion politique. Maintenant, qu'est-ce que lui, il a dit de pertinent? euh, Il a parlé de physique. Je ne peux pas vous rapporter très, très précisément. Ce que je peux dire, par exemple, on a trouvé un écho, nous, dans le Maharal, un écho pour savoir est-ce que le monde est fini ou n'est pas fini, hein? Est-ce que le monde est fini ou est-ce qu'il n'est pas fini? C'est pas simplement une question théorique mathématique,
ben, ça a un impact dans notre existence. C'est une réflexion sur notre existence. Donc, ce que nous trouvons, ces réflexions dans le Maharal. Donc, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Maintenant, si vous voulez, le but de cette soirée, là maintenant, hein, le but de cette rencontre, ce soir, ce serait de réfléchir comment faire que ça soit une conférence qui apporte. Il y a beaucoup de conférences, c'est très intéressant, mais t'en tires rien. Je sais pas comment dire. Il y en a plein. Il y en a plein. T'en tires rien. Euh, comment faire qu'on en tire quelque chose, que ceux qui viennent, eh bien, ils sortent avec quelque chose qui leur a changé quelque chose de leur existence. Je sais pas. Pourquoi lui, il a accepté? Pourquoi il a accepté? Oui, Il a accepté. Je pense que c'était très intéressant. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré Alexei Greenbaum. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, Alexei Greenbaum. Tu n'as jamais interrogé Alexei Greenbaum à l'Académie? Je ne sais pas qui c'est. Bon, allez, Ariane. Alors, il y a 3 ans environ, en mai 2023, j'écoute la radio, paf, c'était euh, bon, c'était avant le 7 octobre, parce que avant le 7 octobre, parce que depuis le 7 octobre, j'écoute plus France Info. Donc c'était avant le 7 octobre. Maintenant, j'écoute plus France Info. Mais il y a bonjour Monsieur Alexei Greenbaum. Nous avons Monsieur Alexei Greenbaum du commissariat à l'énergie atomique, machin, spécialiste d'intelligence artificielle, qui vient de sortir un livre aux éditions Tartampion, Parole de machine. Alors, le mec, je l'ai écouté, il m'a flashé. J'ai acheté le livre, j'ai lu le livre, et c'est vraiment, j'ai adoré. D'abord, le mec, toutes les pages que du judaïsme. Que du judaïsme, toutes les pages. Et il explique le phénomène de la Bodhazara, mais comme j'ai jamais vu, à l'époque, j'avais écrit un texte là-dessus, en le citant, parce qu'il cite la chose suivante, on en a déjà parlé hein, X fois. Alors, j'ai rencontré ça, Alexis Greenbaum, hein, parce que j'ai souvent des délires comme ça, que quand je rencontre un livre intéressant, j'aime rencontrer l'auteur. En général, Cathy, ici présent, maison, tu te fais des illusions, ça va être nul. Et souvent, c'est nul. Parce que le mec, il est dans son truc et et ce qui rentre pas dans son truc, ça n'intéresse pas. Alors c'est ça, avec Vinani, j'ai pas rencontré ça. J'ai rencontré que quelqu'un de curieux. Alors, Greenbaum, je vous dis en 2 mots, hein, des Hidushim dans son livre, il rapporte un truc extraordinaire. Et c'est lui qui analyse Avodazara en français dans le livre. Hein. Il dit qu'il y a des Japonais ou des Coréens, je ne sais pas. Non, ça a commencé à Silicon Valley. Il y a un chercheur à Open IA qui a perdu sa copie. On a déjà parlé de ça. Il avait perdu sa copine et il était complètement déprimé. Il a recueilli toutes les données écrites, photos, films, audio, vidéos de sa copine et il a fait une IA à partir de ça. Et le matin, il se lève, il y a sa copine qui dit Salut mon chéri, comment tu vas? Tu as bien dormi? Il pleut, n'oublie pas de bien t'habiller, etc. N'oublie pas non plus de prendre ton sandwich.
etc. Et avec la voix de la fille. Et cela a permis de retrouver un lien affectif, de ne pas sombrer. Et après, évidemment, c'était commercialisé. Et en Corée, je crois que tu vas au Japon, ou l'un et l'autre, au Japon, il y a des entreprises que, voilà, non, 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 mais là, sur ce truc précis, par exemple, tu vas au cimetière, tu vas voir la tombe de ton papa, tu as ton portable, tu mets le QR code qui est sur la tombe, et il y a ton père qui va te parler avec la voix de ton père. Ça, là, un mariage, là, ça. Sous la troupa, ils ont fait venir le père de la main qui était mort, en hologramme. On devrait. Tu sais, parce que les rabbins qui sont deux éditions. Non, regarde, tant Ils qu'on sont peut faire avec du nous. fric, bah alors, et ça marche, tu fais du fric, tu fais, Jonathan, voilà, en France, ça n'a encore pas été commercialisé. Et alors, Vous avez pas vu ces derniers jours-là? tu vois la Sous la vidéo coupa, tu vois le père de la mariée, ou du marié, je sais pas, un monsieur pas hyper âgé, quoi, et qui vient et ils ont reproduit ce que tu dis, quoi. C'était le père de la Et mariée. alors, lui, Voilà. il dit, c'est ça le phénomène de la Vodazara. C'est quand les prophètes, il dit, c'est l'œuvre de tes mains et tu y crois. Mais c'est un phénomène humain incroyable. Tu fabriques, toi, tu as fabriqué cette machine. Dis au roi, tu es mon père. Voilà. Dis au roi, tu es Tu es au roi, tu es mon Pour père. faire la ML, c'est impossible de riche rien. Dis Voilà. au roi, tu es mon père. Et à la Voilà. terre, Tu fabriques une machine, toi, tu la fabriques. Et elle te construit. Ça, c'est quand même c'est fort. Tu crois dans l'œuvre de tes mains. Oui, il disait que c'est une guerre. Moi, je dis que ça va d'abord. Non, laissons le mot Avodazara. Mais tu crois, tu portes une croyance d'un pouvoir à quelque chose que ce matin tu as fabriqué. C'est quand même un phénomène humain très spécial. Ouais, tu prêtes pas un pouvoir à cette chose. Ah, tu C'est un rapport utilitaire. vas, Il a reproduit sa copie. d'accord, mais tu vas sur la tombe, tu vois ton papa. C'est pas ton papa, c'est une machine, tout ça c'est numérique. Mais ça t'apporte quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que ça te fait. Comment? Mais du coup, l'idolâtrie, elle est dans le fait de donner une réalité qui n'est pas la réalité qui est que c'est une machine. C'est ça? Il de croire aussi. De croire dans le fait que c'est autre chose que ce que c'est vraiment. C'est ça de vous dire? C'est comme l'humain, il crée un système idéologique que lui, il a pondu ce matin, et il y croit. C'est au-dessus de lui, bien que c'est lui en vérité qui l'a créé. Je sais pas, il y a des gens, ils ont cru au communisme. Et le communisme, c'est trois mecs qui ont créé ça un matin, ils se sont dit, tiens, on va faire la révolution, on va amener le bien dans l'humanité en faisant ça, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Et ce matin, ils l'ont créé, et on y croit. Ah, mais la cabane de départ, c'est de la consolation. C'est que pour réparer quelque chose, c'est un manque, quoi. Oui, Tu sais, on bouge un trou, voilà, souvent avec la bonne hasard. affectif en l'occurrence. Ouais, au niveau idéologique. Comment? Ça vient en réponse à une faiblesse. Un manque, une faiblesse. Bon, alors, moi je vous dis, j'ai rencontré par exemple ce H.C. Greenbaum, euh, j'ai discuté quelques passages de Talmud avec lui, mais ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'aurais parlé de Kabbalah, il aurait aimé. Le Talmud, c'est un copain, c'est Alexis Greenbaum, c'est la Chavruta de Henri Atlan. C'est vraiment la Chavruta d'Henri Atlan. Il est très âgé. Grand EI, n'est-ce pas? Il est très âgé. Oui, très âgé.
Après le truc, je dis, là, je vais aller voir mon bientôt. Et c'était pas intéressant. Parce que, avec Vidani, alors c'est ça. Après notre réunion, dans les jours qui viennent, je vais sûrement aller le voir, peut-être avec toi, pour essayer de préparer. Voilà. De préparer. Maintenant, voilà, moi, je vous ai rapporté le contexte, comment faire que cette mixture prenne et soit pertinente. Je ne sais pas. C'est un moment qu'on réfléchit à ça. Peut-être, il y a plein d'angles possibles, mais on n'arrive pas à trouver un angle fécond dans lequel les gens font une pensée telle musique et sa pensée qu'on ne connaît pas très bien non plus en pratique. Gérard, est-ce que je peux proposer un angle? Vas-y. Oui, oui. On est là pour ça. Oui. Alors, moi, je pense qu'un sujet qui n'a pas encore été abordé et qui nous concerne directement, c'est le suivant. Est-ce que, selon Cédric Villani, l'intelligence artificielle va modifier la relation des hommes à Dieu? Est-ce que ça va modifier leur foi? Est-ce que ça va modifier leur pratique? Ou ça va rien faire du tout? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? C'est vrai que j'ai une kippa sur la tête, mais je vais te poser une question. C'est quoi Dieu? Parce que tu as présupposé dans ta question qu'on sait qu'est-ce que c'est Dieu. Oui, oui, je suppose qu'on sait ce que c'est Dieu. Mais moi, j'avoue que ça fait 52 ans que j'étudie à plein temps le Talmud. Non, mais attends, attends, on va pas. Non, mais Gérard, on veut pas résoudre toutes les questions. On veut pas résoudre toutes les questions. La question qu'on pourrait suggérer, comme autant au cœur de ce débat, c'est la suivante. Voilà. Est-ce que l'IA va modifier la relation des hommes à Dieu, la relation des hommes à leur foi, la relation des hommes à leur communauté? Voilà. Est-ce que ça va l'affecter? Est-ce que ça va affecter la relation des hommes à leur rabbin? Par exemple, tu as dit tout à l'heure un robot ceci, un robot cela. Est-ce que demain on aura des robots rabbins? Voilà, c'est des choses simples. Il y a une différence qui je pense que un souci, bonjour, il ne faut pas que ce soit Villani chez les Juifs. Tintin au Tibet, je pense qu'il faut penser à lui, quoi. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment une rencontre, que vous parliez au même niveau. C'est-à-dire, c'est une grande star, hein, Villani, en fait. Il met des Fields et tout, il est connu dans le monde entier. Moi, les quelques personnes à qui j'ai dit il y a Villani exec, c'était halluciné, hein. Oui. Voilà. Et qu'il y a un homme très respecté en Talmud, un homme très respecté en sciences, en mathématiques. Moi, je suis connu dans la Ça va au moins jusqu'au 18e. Je connais des gens dans le 18e. Non, mais c'est l'affiche, elle est très sympa. L'affiche, elle est très sympa, il faut que ça rende compte de cette affiche. Et je crains le truc, c'est pour ça que je t'ai demandé est-ce que vous avez parlé d'Halakha. Il ne faut pas qu'il soit le drôle d'oiseau parmi les juifs. Mais si on parle du langage, par contre, là, ça parle à tout le monde. Il faut qu'il puisse parler la même langue que toi. Parce que là, j'ai entendu que vous avez parlé de l'impact de l'IA sur le travail, sur l'école, sur l'éducation. Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Et que lui, il excelle. Voilà. Et donc, Alors, lui, il va amener. Qu'est-ce que ça La fait Parce que logiquement, là, il y a une révolution comme au moment où on était futur. En fait. Voilà. Parce qu'en fait, le problème. Gigantesque. L'IA, je pense qu'il y a deux façons de l'aborder. On peut l'aborder sur l'aspect impact. Là, on parle des impacts. Où là tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Je pense que lui, il va avoir son axe sur. Voilà. Et puis, il y a la nature. L'espace, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Voilà. Et là, il y a aussi des choses à dire. Parce que moi, je sais que les premières recherches que vous avez faites sur la Torah, c'était plutôt sur l'angle du langage, de la connaissance, qu'est-ce que c'est la Chorma, qu'est-ce que c'est la Bina, qu'est-ce que c'est la Da'at, et qu'est-ce que c'est l'IA là-dedans, qu'est-ce que c'est les Otiyot, les signes qui ont servi à créer le monde, et les IA, ça se nourrit de tokens, de signes qui ont servi à décrire le monde, donc là, qui servent à décrire le monde.
Et c'est ça qui rend le truc bluffant. C'est qu'il arrive à combiner les outilliotes qui servent à décrire le monde. C'est pas les outilliotes qui ont créé le monde, mais celles qui décrivent le monde. Et maintenant, il y a un gap. Maintenant, il y a un gap. Moi, j'étais partie de, tu sais, Kitissa, Vayakel, enfin voilà, définition par Rachid, qu'est-ce que c'est Chokma, qu'est-ce que c'est Bina, qu'est-ce que c'est Da'at. Puis tu as ensuite la Gemara là-dessus, hein, sur Betsalel, il savait combiner les outilliotes. Et donc, nous, on a ces voies-là pour interroger qu'est-ce que c'est l'IA. En tout cas, on a un chemin. Et on peut dire, est-ce que c'est une format valide? Oui, peut-être. Est-ce que c'est une bina valide? On pourrait croire que oui, mais certains disent que non. Mais là, il y a des articles scientifiques là-dessus. Est-ce que les tokens de raisonnement sont vraiment du raisonnement ou pas? Est-ce qu'ils sont raisonnables ou pas raisonnables? Et certains- C'est quoi token? C'est quoi le mot Ah, token, c'est un morceau de mot. Je pourrais dire c'est un mot, mais c'est juste que au lieu de découper par mot, tu vois, quand tu écris une phrase et que tu envoies ça au traitement d'une IA, la première chose que fait l'IA, c'est qu'elle va découper. Mais elle découpe pas que les espaces, elle découpe pas que les mots, elle va découper des morceaux de mots, des demi, des tiers de mots. C'est plus pratique parce que ça permet de capturer un petit peu la racine du mot. Donc c'est mieux. C'est juste que c'est mieux, mais c'est comme ça pourrait être des mots. Donc les tokens, dis-toi que c'est comme les mots. Et en fait, ces tokens, ils sont traités, ils sont vectorisés, bon. Et ensuite, ils sont revectorisés. Donc, et c'est super intéressant. Ah, je ne t'avais pas montré le mot Torah dans Word2Vec. Enfin, tu vois c'est quoi la représentation des mots en 2 ou 3 dimensions. En fait, c'est des dimensions, c'est plutôt en 500 ou 1000 dimensions en vrai, ou 10 000 dimensions que sont représentées les mots. Mais tu peux regarder dans les 3 dimensions principales le mot Torah et tu vois ce qu'il y a autour. C'est très intéressant. Bon. C'est une représentation dans l'espace mathématique de la machine. C'est ça, on projette dans un espace vectoriel. On projette les mots dans un espace vectoriel parce qu'on s'est rendu compte que les mots, ils ont des relations les uns avec les autres et qu'on peut avoir des projections compactes dans un espace vectoriel. Tes voisins, je te dis qui tu es. En gros, c'est ça. Donc, en fait, raison est fréquente dans la vie. Ce qui fait des trucs, tu vois, le fait que tu peux faire des équations. Tu peux dire reine égale roi moins homme plus femme. Vraiment, c'est des vecteurs, tu peux les additionner et soustraire. Dans le monde de Word2Vec, reine est vraiment égale à cette addition et cette soustraction. Reine est vraiment égale à roi moins homme plus femme. D'accord? Ah oui. Tu additionnes les vecteurs, tu soustrais les vecteurs. Tu as compris? En fait, il comprend des analogies. Il comprend que reine est à roi, ce que femme est à homme, etc. Ça c'est juste Word2Vec, c'est très basique. Word2Vec, ça existe depuis Word2Vec. Mot vers vecteur. Ribbon, par exemple, un chapitre sur ça. Sur ce qu'elle décrit. Si vous reprenez parole de machine, vous invite à lire le livre parole de machine. Je ne connaissais pas, ça a l'air intéressant. Pour te mettre à niveau, tu lis le bouquin en quelques jours, tu vas le prendre facilement. Et ça, c'est pas. Word2Vec, ça date de 2016, c'est pas. Ouais. Non, mais il explique Mais- comment est-ce que le principe de tokenisation, c'est-à-dire découper en morceaux de mots, a été une des révolutions avec les Transformers qui ont amené à créer ces machines intelligentes. Word, donc mot, Mais to, vers, vec. Vec comme vecteur. au début, Word, to, vec. Parfois, c'est écrit W-O-R-D, 2, V-E-C. Word, c'est to. une transformation, c'est-à-dire qu'on prend On des mots transforme et les on les met dans en un vecteurs. espace machine, et dans l'espace. On les mathématise, voilà. Et on les mathématise à partir des autres. Tu vois, c'est un monde de langage. C'est un monde de langage. En fait, Revenons à la problématique originelle de ce que tu veux dire là. Tu voulais dire là. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Ouais, qu'est-ce que je propose? Donc, si on veut, parce que Ruben indique que s'intéresser que aux impacts, on risque de dire un petit peu des banalités. Donc, on peut s'intéresser à la nature. Non, de pas l'IA. de banalité, c'est juste que- Pas de niveau. Ouais, non, C'est c'est pas- pas une banalité, Ouais. c'est juste que je pense que les gens, ils ont- On arrive plus loin. Ah ouais. La transformation de la pensée, le langage, ce par quoi il a pensé le générateur, Ouais, ouais. il y a une modification de qu'est-ce que c'est un être humain. Si un être humain, Pour moi, une interrogation. Ou la C'est spécificité. La C'est aussi spécificité des c'est des gens qui ne parlent plus. Ah oui. C'est-à-dire, je disais, l'inspiring, Ouais. je vois un truc qui ne parle plus. C'est-à-dire qui parle en machine. J'ai pas lu le livre là, ça se voit, c'est tu ne peux plus. Ça change la communication. Ça change la communication. Tu peux plus avoir une conversation avec eux. Ils parlent très bien, hein. Ils ont tous les mots de la machine, mais il n'y a plus personne. Tu peux habiter par eux.
là, à mon avis, Je crois que c'est aussi ce que voulait dire Bernard sur le changement, là, parce qu'on a tous des croyances. Je trouve que c'est à ces changements-là dont tu parles que Bernard faisait référence sur la façon dont les machines vont socialement et anthropologiquement changer la nature même de ce qu'est l'humain. ah, c'est la mélodie. Voilà, c'est ça. Alors, dans tout ce que vous dites, j'arrive pas à raccrocher les éléments. En fait, le truc, c'est que Villani, c'est un génie de l'analytique. Donc, s'il rentrait dans une façon de penser le Talmud comme il pourrait rentrer dans tous ces raisonnements et aller assez loin. Mais en même temps, c'est dans 30 jours, 20 jours. Donc, il y a assez peu de temps pour arriver à des bases communes dans lesquelles ils puissent naviguer. Je me pose question, quels seraient les sujets? Parce que là, En tant que talmudiste, on en a en 3 ans et demi abordé plein. J'ai déjà écrit beaucoup là-dessus. Je vous donne un exemple en une seconde. On voit dans la prière avant le Shema Israël, on demande Tenanu Bina, Lavin Venaskid, etc. Donne-nous Bina. Dans la prière, on dit Renez-nous, aie pitié de nous, donne-nous Bina. Alors j'ai vu le Balatania, il a écrit évidemment le Tania, il a écrit plein d'autres livres, dont un livre euh, euh, sur lequel j'ai plus accès que le Tania. Tania, je n'arrive pas, mais le Torah Or, ainsi que le Likutei Torah, le Torah Or, le premier passage du Torah Or, il dit que la bina, la compréhension, vient par la prière. Tenanu bina, donne-nous la compréhension. L'homme n'a pas de compréhension. Il fait une différence entre intelligence et compréhension. En vérité, nous, on est des êtres qui sont bêtes. On est bêtes, mais c'est par le pleur qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, quand on étudie le Talmud est incompréhensible. Quand tu fais des sougiotes, tu peux voir le squelette du sujet. Et tu as des sujets que tu peux étudier 10 fois, tu ne comprends pas. Je peux témoigner des sujets que j'ai étudiés 10 fois, 20 fois, je ne comprends pas. Et à un moment, tu pleures, tu demandes, Hachem, ouvre mon cœur que je puisse comprendre. Et Hachem te donne la compréhension. La compréhension, elle n'est pas dans notre main. Alors, il y a une définition de la machine. C'est pas possible. Il n'y a pas de machine. Il n'y a pas la machine, elle va dire toi qui m'as fabriqué, je pleure. Je vous donne encore un exemple très intéressant. On a vu dans un Birkat Avraham, tu connais Birkat Avraham de Rabbi Avraham Erlanger? Birkat Avraham. Oui, oui, ça me dit. Sur le chasse. On a vu la question suivante. Quand on a un doute dans la lafa, on met sur la khazaka. Mais quand on a un doute, comment on tranche la lafa, ça fait des dinars. Alors c'est des débats, est-ce qu'on met quand même sur la khazaka? Alors il y a un commentaire qui dit, quand on a un doute, qu'est-ce qui s'est passé? On met sur la connaissance qu'on avait 5 minutes avant que maintenant, tu as un doute, comment c'est là à la fin? Alors, on ne met pas sur la connaissance que tu avais avant. Alors, il y a une explication qui dit que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alors ça, par contre, là, il y a un sujet. Parce que si je ne m'abuse, l'intelligence artificielle te donne toujours une réponse. Ça veut dire, je ne sais pas. C'est la différence entre GPT-3 et ChatGPT. GPT-3, c'est clair. Je sais pas si c'est complètement. Mais ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Il a été réentraîné 2 fois. Il y a eu un fine-tuning. C'était juste pour qu'au lieu de compléter les phrases, des réponses ont l'air de répondre à la question.
Mais ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le RLHF, les François Legault du débat, et ce qu'on appelle l'alignement. Et donc là, c'était pour que on fasse en sorte que les réponses de fiabilité ne soient pas toxiques, soient factuelles, soient pas misogynes, racistes, là, ça ne peut pas. Et là, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Aujourd'hui, il y a tellement de travail sur l'alignement, c'est le sujet de Jessica. Jessica, Et donc ça, c'est quelque chose qui avait été fait la première fois. C'est très, très malin ce qu'ils ont fait, parce que tous les autres cas de modèles d'IA qui parlent, qui avaient été sortis avant, ils avaient quasiment tous été rentrés à la maison en 2 heures, 2 jours, 2 semaines max. Hein, donc Microsoft en avait sorti en 2016, Facebook en a sorti une semaine avant ChatGPT. Ensuite, les Français, Lucie, ils ont sorti une IA l'année dernière, ils ont dû la rentrer au bout de 3 jours. Donc, à chaque fois qu'ils sortent une IA, les gens ils la font trébucher. Parce qu'on sait, c'est la qui trébuche. C'est facile à faire. Je suis un peu pied, je vais pas dire des bêtises, d'accord. Donc eux, ils avaient fait ce RLHF pour le rendre très robuste et s'assurer que le système, ça va être compliqué de lui faire dire des bêtises ou des toxiques ou des choses qui font scandale. Et donc, il était fait pour vraiment, Nestor Leschontra-Mera, de garder sa langue d'humain. Très fort. Par contre, le Midaber Mirma et Ousfatera Midaber Mirma, ils n'avaient pas fait. Garder ses lèvres des paroles trompeuses, ça, c'était trop compliqué. Et donc, le système, il essaie toujours de répondre, il essaie de faire plaisir, il essaie de dire des choses très bien, mais même quand il ne sait pas, même quand il invente. Et donc, ça arrive tout le temps maintenant des avocats qui utilisent l'IA pour préparer leur plaidoirie et puis qui se retrouvent avec des jurisprudences qui n'existent pas, qui ont été inventées tout pièce. peut-être ça va changer. Ça va changer. Ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, mais il y a 2 écoles. Je ne sais pas. Il y en a qui disent c'est structurel, il y en a qui disent. Ah, voilà. Et d'autres qui disent c'est structurel. Ça, c'est un sujet avec lequel on peut parler. Ça, c'est un sujet. Mais c'est quoi? J'ai pas bien compris, c'est quoi le sujet? Le point. Moi, je peux faire 15 heures de conférence là-dessus. Donc là, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas intéressant. Le truc, là, c'est sur le... Parce que moi, j'ai regardé un peu cet après-midi. Il est hyper pédagogique. C'est un monsieur, une pédagogie. Et il est très intelligent. Comment? Il aime vulgariser. Il aime les gens. Exprès, il va par exemple expliquer l'intelligence artificielle et ses enjeux dans un lycée agricole, au fin fond de la France. Mais c'est quelle idée de faire ça? Il, 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 il sait qu'il est une star, mais il s'en fout. Il va voir lycée agricole de Brive-la-Gaillarde, il va faire une conférence pour expliquer les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec les jeunes de 7 ans là-bas. C'est extraordinaire. Alors, il est très pédagogue. Maintenant, c'est le point que vous avez mentionné avec Ariane. Moi, je n'ai pas suivi où ça l'accroche. C'est quoi le point? Sur dans le Talmud, il y a différentes sources qui disent quand tu ne sais pas, ne parle pas. Ouais. Tu ne sais pas, tu n'es pas habilité à parler. C'est très Alors, la machine, elle n'a pas de faille, c'est ça le. Et parfois, peut-être qu'elle sait même qu'elle est en train de dire des bêtises, c'est pas impossible qu'on puisse pas trouver. Il y en a qui essaient de trouver dans les scores, etc., dans les activations. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de distinguer quand est-ce qu'elle est vraiment sûre d'elle ou quand est-ce qu'elle n'est pas vraiment sûre d'elle, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été entraînée au départ à toujours compléter la phrase, à toujours répondre. Ça, c'est l'entraînement de départ. Et ensuite, on essaie de rajouter des couches pour oui, mais pas toujours répondre, parfois refuser de répondre, parfois dire je ne sais pas. On a du mal à rajouter. Je peux peut-être demander à ce monsieur, il y a l'intelligence de la machine. D'après vous, monsieur, c'est quoi la spécificité qui ne sera jamais remplacée par la machine de la pensée humaine? Là, je suis sûr qu'il a des choses à dire. Évidemment, ça, c'est un bon point d'entrée pour démarrer. Je l'écris, oui, Emmanuel. Justement, je peux toucher à ce point. Déjà, dans la discussion, il y a 3 points, voire 4. Déjà, la capacité de compréhension, la notion de binaire. Est-ce qu'il y a une différence vraiment entre la façon de la réflexion de la machine et la réflexion humaine, cette décomposition des mots, etc.
Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que ça fonctionne vraiment différemment? Parce qu'en traductologie aussi, on fonctionne de cette manière. Donc, sur ce point-là, on n'est pas tellement différent de la machine. Si, c'est Alors, C'est-à-dire, le word to vex, cette Ouais. façon de décomposer les sens. D'accord? Je veux dire, en traductologie, on en parle aussi. Ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir une traduction parfaite d'une langue à une autre? On dit oui, si on décompose les sens, etc., on peut, disons que, grosso modo, on peut s'approcher du mot qui correspond le plus. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne un peu de la même manière. Si des traducteurs Oui, il y a des similarités. c'est une similarité. Il y a sur ce point, tu as des labos de recherche entiers Ouais. qui travaillent que sur ça. On a le laboratoire de Meta qui ont fait des travaux assez importants sur comment est-ce que tu trouves, enfin, il y a plusieurs labos dans le monde qui travaillent sur le brain light. Dans quelle mesure est-ce que les réseaux cérébraux s'activent et ont une démarche dynamique proche des réseaux cérébraux biologiques de l'humain? En fait, il y a plein de choses qui sont très proches. Tu as un aspect, comme tu le dis, de la conséquence, est-ce que la traduction est bonne dans l'espace des mots ou des vecteurs? Mais ça va plus loin, c'est même dans la dynamique, la façon de s'activer. Évidemment, c'est différent, c'est un réseau, un cerveau biologique, hein, l'autre qui ne l'est pas, mais dans la façon dont elle s'active. Maintenant, et là, c'est là où il ne faut pas se restreindre au modèle générateur d'aujourd'hui et à ses hallucinations, à leur capacité ou non de vouloir répondre ou pas, parce que c'est un élément qui est, entre guillemets, mineur dans la façon dont ça va évoluer. Dans un temps, peut-être les modèles de Yann Lequin qui sont basés sur énergie, lui dit de partout, ne faites plus de modèles génératifs. Donc, c'est juste là la dimension qu'on veut mettre sur le sujet, le point d'entrée de c'est quoi la pensée humaine par rapport à une pensée machine. Alors lui, sa spécialité, c'est la machine, la pensée machine. Bon, il va donner son point. Mais aussi, il est sensible, comme vous avez dit, à la pensée humaine. Ah, il va donner son point. Que disait machin, que disait truc, Pascal, il adore Pascal, ça. Vous allez donner votre point de vue. Et là, il faut que ça se rejoigne. C'est sur ça, moi, j'ai pas encore compris où ça va se rejoindre, mais peut-être qu'il faut laisser faire la discussion et que ça va se faire naturellement. Si ça se fait pas, il faut que ça rebondisse vers une suite. Il faut aller. Non, je veux dire, il faut qu'il y ait des billes pour aller vers une conjonction qui apporte quelque chose, quoi. Non, je me dis, ce serait bien que tu lui, en amont, tu lui proposes un ou deux textes, quoi. Tu vois, lui, je pense, la première fois qu'il vient parler chez les Juifs, je ne sais pas du tout ce que ça représente pour lui, ni les Juifs, ni le Talmud et tout ça. Il ne va pas au lycée agricole. Donc, non, quelle est la question que les Juifs lui posent, en fait? Qu'est-ce que lui Qu'est-ce vient qu'on attend? chercher? Qu'est-ce que lui Quoi? vient chercher en fait? Pourquoi Ouais, vous pour avez ça, à discuté la avec limite, on lui? ne sait pas sonder le cœur de. Mais pour le public, c'est Villani chez les Juifs. Et qu'est-ce que nous, on attend de lui? Et pour ça, il faudrait lui sélectionner un ou deux textes. C'est une grande responsabilité parce que le Talmud, pour quelqu'un comme lui, il ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais je pense qu'il a l'intuition que c'est grave. Et il faut le mettre au parfum avec un exemple. Oui, non, mais Gérard, il peut lui envoyer ou lui soumettre un ou deux textes avant, dire Discuter voilà, avec- dans ce texte, c'est quelque chose de fort. Et lui, après, il va réfléchir assez vite. Le fait de. Alors, vous avez soulevé un deuxième point, c'est qu'un être humain, il est censé savoir dire je ne sais pas. Il est censé savoir dire je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'on décrit la sagesse, elle s'acquiert en admettant déjà qu'on ne sait pas et en voulant, en demandant à ce que Dieu nous la fasse acquérir. Donc, ça, c'est une autre différence. On peut lui demander est-ce que vous pensez que c'est une véritable différence ou non? Est-ce que le propre de l'humain, c'est déjà de ne pas savoir? Alors que la machine, elle ne fait que rechercher, elle fonctionne. Et enfin, il y a un autre. Ça, Bah, c'est ça, l'homme on peut aussi, lui- hein. L'homme aussi. On lui apprend, on ne peut pas savoir. Et elle dit avec un jugement, la méthode RLHF nous donne. Donc, il ne sait pas, c'est bien de le dire. Mais si on lui apprend, elle va le faire. C'est pas encore. C'est pas Oui, messieurs, là, les zoomers, c'est pas une qui a parlé là? L'être humain, c'est celui qui se trompe. J'ai Moi, dit j'ai que levé les. la main. Mais il y a Pardon. Ruth qui a levé la main, donc je pense qu'elle peut poser sa question. Oui, alors moi, je voulais juste dire que si on regarde le monde de la Torah, c'est un monde dans lequel on a un cadre qui a été posé par Hachem
au Arsinaï et à partir duquel on essaye de prévoir l'imprévisible, à partir d'un cadre donné qui est déjà établi. Le monde des mathématiques, c'est un monde exactement opposé dans lequel on explore sans connaître, de manière complètement, on va dire, sans aucun préjugé, sans aucun biais, etc. Les recherches de Cédric Villani qui lui ont donné la médaille Fields, c'est l'organisation du désordre, c'est-à-dire des analyses d'équations sur les gaz. Et en fait, si on arrive à faire se rejoindre le côté de la Torah qui dit qu'avec une loi qui a été donnée en théorie il y a 2000 ans, on arrive à régler des problèmes d'aujourd'hui, de demain, d'hier, qu'on aura toujours, à partir de ce cadre qui est là et qui n'a pas bougé d'un millimètre depuis l'époque, peut-être que ça peut donner une convergence entre le monde des maths et le monde de la Torah, enfin une convergence, un échange entre cette approche du cadre structuré, structurant à partir duquel on réfléchit dans toutes les directions à l'intérieur du cadre, les maths dans l'autre sens qui permettent de réfléchir sans finalement aucun lien avec le réel, puisqu'on sait que beaucoup de développements mathématiques ont été utilisés bien plus tard dans la physique et dans le monde réel, comme par exemple dans tout ce qui est équation de la relativité, etc. C'est au début, on ne savait pas trop à quoi ça servirait, et puis finalement, ça a servi dans le monde réel. Et l'intelligence artificielle, c'est un peu la rencontre entre les deux. C'est un désordre permanent de modèles, d'idées, de contributions individuelles et collectives qui doivent donner un résultat parce que finalement, ben, au moment où quelqu'un pose une question, on a besoin d'un résultat, mais qui ont aussi besoin d'être structurés sans avoir le cadre ni mathématique ni celui de la Torah derrière. Donc, je ne sais pas si là c'est juste une réflexion juste pour. J'entends. A priori, c'est deux directions antagoniques. Oui, au départ, c'est complètement antagoniste, mais si on arrive à trouver un texte d'un penseur juif sur lequel s'appuyer pour orienter un tout petit peu la conversation, ça pourrait être un vrai échange où chacun a une place dans son domaine c'est-à-dire sans chercher à faire parler Cédric Villani de l'IA alors qu'il n'est pas chercheur en IA, sans chercher enfin, en utilisant toute la Torah, toute la compréhension du monde à travers le prisme de la Torah que vous avez. En fait, ça permet à chacun de s'exprimer dans le monde qu'il connaît pour faire progresser un sujet qui est connexe aux deux mondes et qui a une intersection avec les deux mondes qui est celui de l'IA. D'accord. C'est bien dans la théorie. Ouais, sur le truc de. J'aime beaucoup ce que tu dis. Et là, c'est pareil. Quelles seraient en pratico-pratique, tu as des idées sur des points que tu imagines être la jonction ou des sujets? Quelle est sa spécialité sur quoi il a reçu sur quel travail? Il a reçu sa médaille Fields sur tout ce qui est équation de Boltzmann, c'est-à-dire le traitement d'équations de Boltzmann, c'est-à-dire les équations relatives au déplacement et au choc entre les gaz. Donc, c'est, si on veut dire ça de manière un peu théorique, l'ordonnancement de ce qui est censé être complètement pas ordonné, Chaotique. c'est-à-dire le comportement des gaz. C'est donner du sens à quelque chose qui a priori n'en a pas, c'est-à-dire chaque particule de gaz est censée bouger de manière complètement indépendante, mais en fait, d'un point de vue mathématique, on peut prévoir, on peut créer des modèles probabilistes, on peut créer un certain nombre de modèles de manière à ce que il y ait une dynamique et qu'elle soit prévisible et prédictible. Je Ouais, pose, mais je pose il résume. Le Talmud, il te décortique en fait, le sens des mots. C'est-à-dire, tu vois, quand tu prends. Enfin, moi, je suis pas baki comme d'autres dans la salle, mais la Gemara, par exemple, quand tu vas aller au bout du truc, elle va t'apprendre plusieurs choses. Elle t'apprend déjà le sens, le hikar des mots, et aussi, en fait, le raisonnement pour pouvoir construire une idée, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire raisonner. Et ça, c'est un enjeu, tu vois, les enjeux du LLM. Tu as la capacité de raisonner et tu as le problème qui a été évoqué sur les hallucinations, où en fait, où on sait pas, où elle ne dit pas aujourd'hui qu'elle ne sait pas.
Et moi, je vais rajouter peut-être une bille sur la partie hallucination. C'est que, je ne sais pas si c'est un sujet que vous voulez aborder avec lui, mais peut-être que, tu vois, dans le derrière, euh, tu vois, du Limoud, enfin de chez nous, du Talmud, etc., de l'étude, euh, savoir dire je sais pas, et en fait, construire ton raisonnement jusqu'à un certain niveau, c'est peut-être un sujet qui peut être mis sur la table avec lui. C'est-à-dire, en fait, est-ce que le Talmud, il peut apporter en fait une piste pour pouvoir justement affûter un raisonnement aujourd'hui qui est fait par des ingénieurs, en gros, et qui est implémenté dans des LLM. Parce qu'en fait, c'est très bien, les LLM, c'est très bien pour faire des raisonnements mathématiques Non, et logiques à partir de la non, non. sémantique, mais Moi, ce que j'entends un peu de ce que vous dites, c'est qu'on va aller rencontrer ce monsieur dans les jours qui viennent. Moi, j'entends tout ce qui a été dit. On va bavarder avec lui. Alors, il y a bah ouais. je pouvais dire. Oui, attends, excusez-moi. Euh, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur il y a trois sujets. Il y a un sujet que vous avez mentionné qui sûr va résonner dans sa tête. Sur l'exemple que vous avez pris, vous faites une main, ça ne marche pas, et vous allez aller prier et pleurer pour que vous allez avoir l'aide d'Hachem pour avoir la réponse. Les mathématiciens, n'importe quel scientifique, il a vécu ça, sans aller pleurer, sans aller prier. Mais à un moment donné, on essaie de faire un truc, ça ne marche pas. Je vais pleurer ou pas, je vais dormir ou pas. Peut-être une semaine après, je suis en train de passer la balayette, ça serait. Voilà, c'est la Et preuve lui- de Newton. C'est la preuve Lui, il aura vécu ça, c'est sûr. C'est la sérendipité. C'est un mot qui C'est pas la les sérendipité. choses elles adviennent par inadvertance. Oui, mais la sérendipité, c'est une découverte. Non, c'est pas la sérendipité là, dans ce cas-là, parce que la sérendipité, c'est quand tu cherches à faire la découverte de quelque chose d'autre et que tu trouves autre chose qui t'emmène. Là, je passe le balai, je suis en train de faire autre chose. Juste, j'ai laissé reposer mon cerveau, je suis dans une autre action. En fait, ça travaille quand même, ça mouline. Théoriser ça. Adamar, exactement. À 4 heures du matin, tu te réveilles, tu as la Lui, si vous le lancez là-dessus, il va vous raconter 15 000 histoires. m'a montré un short où il dit exactement ça. Ah oui? Ouais. Qu'il avait, pas qu'il allait dormir et qu'il a eu, et que il a comme une voix qui disait qu'il fallait mettre les vecteurs avant je sais pas quoi. Ouais. Je demanderais le short. Ouais. Il est vraiment comme ça. Et... Là, ça rejoint un peu la remarque de Bernard. C'est que là, il y a un peu, il y a de l'aléatoire. Il y a... Enfin, celui qui a envoyé cette vidéo, je connais aussi, il est fasciné par Cédric Villani. Et il a dit, ouais, ça. Il a entendu ça, il a dit, ah, mais c'est un prophète. Enfin, pour rire. Oui, non, mais la question de Dieu, non, mais la question qui dit la question de Dieu, ce que Bernard a dit, la question de Dieu, bon, moi, contrairement à Bernard, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Dieu. Excuse-moi, hein, c'est une blague. Hein. J'ai compris comme ça, Gérard, je comprends comme ça. Non, mais comme je ne sais pas, je suis sincère par contre. Hein. Mais là, il y a un zone clé. La connaissance, l'innovation vient quelque chose qui nous échappe. Moi, je sais pas pourquoi ils ont inventé ChatGPT, mais Mais ils ont maîtrisé tout, quoi. mais non, parce que justement, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on ne sait pas comment on appelle le prompt. C'est quoi Ouais. Non, le prompt, ouais. output. Le output. Comment le output il est fait On Non, ne sait pas. oui, on ne peut pas le prédire. On ne sait pas. Il n'est pas reproductible. Il n'est pas reproductible. On ne sait pas. Oui, C'est pas déterministe. Il y a un exactement. hasard. En fait, c'est un hasard probabilistique. Hein. C'est un hasard Comment probabilistique.
c'est un hasard probabilistique. En fait, un LLM, quand on lui pose une question, deux fois la même question, il va répondre deux fois différemment parce qu'en Deux fois fait, différemment. quand c'est pas déterministe, en fait, c'est le LLM. Alors, je sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais c'est lui qui construit en fait le chemin pour comprendre l'intention de l'auteur avec le contexte et qu'il a, c'est-à-dire la discussion ou alors les données qui sont mises en input. Et en fait, il va construire le raisonnement par lui-même. Alors, Si c'est pas. Juste pour un le coup, point. je me permets. Ouais. Juste Oui, un oui, point. Benjamin. Vas-y, tu déplaces. Oui, on t'écoute, Benjamin. Ah, non, mais ça y est, Oui. en fait, c'est juste ça. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je disais juste que en fait, le LLM, c'est pas déterministe. En fait, ça résonne. C'est de la probabilité. Donc, en fait, il fait lui-même son chemin. Et ce truc-là, comment il fait son chemin, bon, faut peut-être creuser un peu dessus. Mais c'est normal qu'ils répondent pas de la même manière. C'est des stats, quoi. Juste ça, parce que les points, ils sont Oui, oui, mais ça, c'est technique. Ouais, Le c'est point que je technique, voulais exactement, c'est mentionner, technique. une chose. Laissons la technique 2 minutes de côté. Je mentionne le premier point que vous avez mentionné sur le cerveau s'est reposé, ou bien il a travaillé à autre chose, ou bien il a prié. Il y a quand même une différence. Lui, il va s'y reconnaître. Mais dans ce que vous avez dit, la spécificité, c'est que vous faites tendre vers une causalité. Lui, il vit dans un monde dans lequel il attend que ça se débloque, ou ça va se débloquer par sa propre action. C'est ce que lui, il va expérimenter. Un scientifique vit comme ça. Vous allez essayer de déclencher ça en faisant une prière sur quelque chose de supérieur, auquel il croit, un scientifique croyant va faire ça ou non. C'est la seule différence ou spécificité que je vois dans les deux expériences de Villani ou vous, de ce que vous avez décrit. Qu'est-ce que ça peut apporter? J'en sais rien. Je compare juste les deux, je les mets ensemble. Ça, c'est un. La deuxième chose qui est très importante, ce que tu as dit, Ruth, là, j'ai repensé à ce qu'elle a dit sur l'aspect euh, euh, modéliser la chaoticité, donc les mathématiques chaotiques, dans leur explication du monde. Elles portent intrinsèquement quelque chose de spirituel. Là, il y a quelque chose très très fort. Je ne sais pas quoi, mais là, il y a un truc à rejoindre avec je ne sais pas quoi dans la Torah. Le mot Neshama veut dire chaos. Non. Ah ben voilà, il y a un chemin à suivre. Le mot Neshama, Ah, c'est bon. c'est Shemama. Le mot le Shama vient de la racine Shemama, qui veut dire désolé, détruit, chaotique. Donc, alors là, Et la Torah a été donnée au mont Chorev, la montagne du chaos, de destruction. Donc il y a, disons, euh, moi je dirais les choses simplement, que Ruth, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur votre définition de la Torah, que la Torah c'est un cadre défini, mais bon, on discute, hein, Merci. on discute. Je peux le prouver, je peux le prouver. Déjà, j'ai fait un cours à Shavuot là-dessus. Que la Torah, il n'y a pas, le Maharal explique en chapitre 37 du Tiferet Israël, j'écris un texte là-dessus, je le renverrai dans le groupe, que le Maharal dit qu'il n'y a pas une Torah définie. C'est l'homme qui va définir la Torah que Dieu ne connaissait pas. Mm, mm. Non, une troisième idée, c'est que là, on a entraîné à rester dans quelque chose de correct. On a retiré beaucoup d'intelligence artificielle parce on sentait qu'elle devenait extrémiste. Ou, des fois, il y en a qui devenaient nazis ou des trucs comme ça. Mais dans dans un Sanhedrin, il faut que les plus jeunes ils puissent parler en premier. C'est aussi une autre main. Pourquoi? Parce que si on laisse les plus grands parler, alors les plus jeunes, qui vont peut-être dire des trucs scandaleux, ils oseront pas parler. Alors, c'est sûr, ça veut dire que pour pouvoir innover, pour pouvoir trouver la vérité, il faut pouvoir dire quelque chose que normalement on n'oserait pas dire. Et donc ça, c'est peut-être encore une autre différence entre l'IA et l'être humain. C'est-à-dire que non, ouais, c'est pas que ça.
Ça veut dire que la machine de main, comme elle va stériliser le monde, ne dira que des choses. Ah oui, ouais, ça veut dire que si la Terre est ronde, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a osé dire. Je voulais pas dire, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, il faut pouvoir dire une idée qui peut être scandaleuse, c'est que la Terre est ronde, que la Terre tourne autour du Soleil. Sinon, on reste avec on reste avec les mêmes. On peut pas trouver de vérité en fait. Ouais. Pardon, Du coup, on qu'est-ce vous que entend pas beaucoup. c'est quoi la conclusion de ça? La machine arrive. Oui, donc à chaque fois qu'il y a eu un changement de paradigme, d'après Thomas Kuhn, c'est venu soit de gens assez jeunes, qui étaient jeunes dans la discipline, et donc qui osaient poser des choses scandaleuses et qui n'étaient pas déjà bien solidifiées, bien cadrées par leurs aînés, ou deuxièmement de gens, pas forcément jeunes, mais qui venaient d'une autre discipline. D'accord? Et qui arrivaient, donc qui étaient jeunes quelque part dans la discipline. Ils avaient passé beaucoup d'années à faire autre chose, de la chimie ou de la physique ou machin. Ils arrivent dans cette discipline-là, ils sont jeunes dans cette discipline et ils vont amener des idées scandaleuses. Et c'est souvent par ces gens-là, ces profils-là, qu'arrivent ces révolutions scientifiques dont parle Thomas Kuhn dans son livre. Alors, maintenant, merci beaucoup. Je pense que là, vraiment, vous dites des choses très, très importantes. C'est la notion de Dibourg. La notion de Dibourg, le Maharal, il explique que Moshe Rabbeinu, il dit Lo ish devarim anochi. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Explique le Maharal dans le Brot Hashem, parce qu'une parole, c'est quelque chose d'inouï, qu'on n'a pas l'idée. Et c'est très difficile de dire quelque chose, dire des banalités, tout le monde peut dire. Mais il y a quelque... Par exemple, moi, je vais dire, voilà, je vais dire à Meir, j'ai quelque chose à te dire. Meir, tu vas me dire, non, merci, j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas envie d'entendre quelque chose. Donc, tu vois, oh, 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 oh. Il rigole pas beaucoup, là. Non, mais quelque chose, quelqu'un veut dire, j'aimerais te dire quelque chose, mais je ne sais pas comment te le dire. Ben, ne le dis pas. Donc, on sait bien, les gens, par exemple, qui ont été déportés, qui ont vécu les camps de concentration, la plupart, ils n'ont pas parlé. Ou alors, tout de suite, ils ont parlé. On les a pris pour dire, c'est pas possible ce que tu dis, ils se sont tus. Parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Donc, une parole est fondamentalement quelque chose qui est inouï. Or là, justement, d'après ce que vous dites, moi je ne suis pas du métier, mais il faut que ça soit Et donc, ça prend des mots, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. comment. Excuse-moi. Non, je disais que c'est vrai que moi, c'est un bon point Là. parce que c'est Binyamin. C'est un très bon point parce que je voulais pas vous couper, hein. Ça a coupé, je crois, la connexion. Vas-y. Mais je pense que c'est un bon point parce que c'est vrai que le LLM, en fait, il parle, en fait. Il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de valeur sur les mots, en fait. Parce que jusque même nous, quand on relit, en fait, on ne sait pas jusqu'à quel moment, en fait, il dit, il hallucine. Il y a peut-être un biais Alors, c'est ici ça qui est le intéressant. point. Moi, j'ai un peu écrit des bases. On en a parlé un mot tout à l'heure. Je pense qu'il y aura encore plus de fous qu'aujourd'hui. On a eu une bonne discussion sur le sujet. Ben, des gens qui ne peuvent pas parler. On ne les laissera pas parler. On les laissera pas parler. Il n'y aura pas, il y aura pas d'écoute. Il n'y aura pas d'espace d'écoute. Il y a quelqu'un, il a une souffrance. Il ressent quelque chose profondément, mais j'ai pas envie de... Par exemple, prenons un exemple. C'est quelque chose de très, très, très humain. Il y a un livre que j'ai lu, je ne sais pas si ça vous intéresse. Il y a une dame, elle s'appelle, je ne sais plus son prénom, Caroline Géronimi. Ça s'appelle Le hall d'entrée. C'est une femme française, une jeune. Elle a été violée par un officier il y a quelques années. Et elle n'a pas pu
faire avancer son procès parce que il ne faut pas s'attaquer aux OQTF. Parce que si tu accuses un OQTF, ça veut dire que tu es d'extrême droite. Donc, elle a galéré, 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 galéré quand ce type en l'air. Mais, dame, comment vous pouvez, mais vous faites le jeu d'extrême droite. Et, et elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Elle a écrit ce livre-là pour sa galère. Elle ne pouvait pas parler. Il y avait des gens qui voulaient l'inviter sur des plateaux de télévision, mais il y avait des non, 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 parce que ça ne rentrait pas dans ce qu'il fallait dire. Voilà. On pensait au problème de la langue stéréotypée. Je veux dire, moi, ce qui m'est arrivé, c'est l'expérience que j'ai faite, c'est une amie qui écrit des livres. Elle a écrit un premier livre super, c'est personnel, vraiment un livre. Entre-temps, elle s'est mise à utiliser ChatGPT. Et les gens, ils ont des vraies conversations avec ChatGPT. Ils utilisent comme confident. Elle a écrit un deuxième livre, elle m'a envoyé le manuscrit. C'était méconnu. Elle a été vampirisée par. C'est pas ChatGPT qui a écrit le livre, mais il aurait pu. Elle a été vampirisée par. C'est une personne très intelligente, très cultivée. Elle a été vampirisée par ChatGPT. C'est une lisse. Donc là, il y a un point. Hein. Là, il y a un point. Le dibourg, les bons sons de parole, et c'est ce qu'on dit, nos maîtres disent, que la parole était en exil en Égypte. Et là, on est en Égypte. La parole est en exil. Ça, il a donné je veux dire. Je pense que c'est bien. Gérard, Oui. Non, ça va. j'ai demandé à Claude quel serait les conditions du succès de la rencontre entre toi et Cédric Villani. Et il a dit, le secret de cette rencontre tient en un mot, le sens. En effet, tous les deux sont des gardiens du sens contre sa contrefaçon, abordant la machine depuis deux rives. Villani garde la rigueur, le coup, le réel, la limite. Il sait ce que la machine ne fait pas et ce qu'elle dissimule. Zizek garde le sens disputé, transmis dont on répond. Il sait ce qui rend une parole légitime et un savoir intime. Ce qui manque à l'un, l'autre le détient. Et si tu veux, Claude te propose même une trame d'entretien pour que cette rencontre soit un vrai succès. Et je le tiens à ta disposition. J'ai mis sur le WhatsApp voilà ce que vous devez parler. Vous devez parler du golem, vous devez parler de qu'est-ce que c'est le sens, vous devez parler de ce que c'est les assassinations. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Je me souviens très bien du texte que j'ai échangé avec Villani. Merci beaucoup, c'est tout à fait le sujet. Mais non, mais vraiment, Bernard, merci Bernard et merci Claude. Non, mais c'est Claude, non, mais c'est pour te dire que là, on a quelque chose qui nous dépasse. Je suis absolument pas d'accord avec Benjamin qui dit que c'est des mots qui n'ont pas de sens. Benjamin, je ne sais pas si tu as utilisé un peu les IA modernes, mais on est écrasés, on est tous écrasés. On est tous au tapis. Donc, on peut pas Qu'est-ce que tu aujourd'hui. veux dire qu'on est tous au tapis? Tu veux dire quoi? On est au tapis, je ne sais même plus ce qu'il nous reste comme dimension, comme, si tu veux, capacité à traiter le monde réel et à mieux le traduire en mots que l'IA ne le fait. Notre capacité à traduire, à décrire ce réel-là avec notre ensemble de mots qui est réduit, maladroit, mal éduqué, eh ben, l'intelligence artificielle nous éclate, elle nous éclate complètement. Alors, elle est beaucoup plus fine que nous, elle est beaucoup plus sensée que nous, elle fait beaucoup plus de liens que nous. Si tu veux, regarde ce qu'elle est. Voilà, je t'en supplie.
si tu veux bien. Prends 5 minutes pour lire ce que l'IA a dit de cette rencontre. Et je t'ai même mis en, en pièce jointe ce qu'elle te propose de mener dans la discussion de manière timée, les questions à poser, les fils rouges à suivre, etc. Je dirais, on pourrait presque dire on va mettre une IA en face de Villani. Ou inversement, on va mettre une IA en face de Zizek. Tu n'as presque pas besoin de Villani. Tu pourrais mettre une IA en face de toi. Un hologramme, Ou un inversement, hologramme. tu pourrais ne pas mettre, tu pourrais ne pas te mettre en face de Villani, tu pourrais mettre une IA en face de Villani, ou vous pourrez mettre deux IA l'une en face de l'autre. Et ce serait presque plus réussi. Alors, maintenant, de ce que tu dis, au nom de Claude, évidemment, la chose me revient. Le texte précis que j'ai proposé à Villani quand je l'ai rencontré, c'est l'Agmara, si je ne m'abuse, d'Afnoun Chet Amoudbet dans ma Sechet Baba Metsia. L'Agmara, il dit comme ça. Il y a tous descendent au Guinam et remontent du Guinam, sauf 3 qui descendent au Guinam mais ne remontent jamais. Quels sont les 3 qui descendent au Guinam et qui remontent jamais? Je vais chercher le texte, si ça ne vous dérange pas. Oui, je reprends. Ouais. C'est parfait. C'est la- Je parlais des hallucinations à Bernard en point fond. Il doit commencer à parler. Ouais, mais c'est toi alors. Je Ouais, sais c'est pas. ça. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que dit Bernard. Ça sèche. Ouais, Il faut savoir quel est le. L'autre jour, il y a un mec qui m'a dit, un formateur en lien, il m'a dit, toi, tu dis encore les livres. Je demande à la machine de lire. Ben, la machine peut faire une table, c'est écrire les livres. C'est pour ça que moi je repose la question. Je pense que c'est fondamental de s'interroger sur la question de savoir en quoi l'IA va modifier notre rapport à Dieu, notre rapport à la foi, notre rapport à notre rabbin. Pour la troisième question, il y a un vrai sujet. C'est un sujet qui arrive aujourd'hui. Les gens suivent ChatGPT à la fin. Ça va venir. Excuse-moi, j'entends pas. La troisième question, c'est quoi? L'idée sur ta troisième question, c'est un sujet qui a de plus en plus aujourd'hui parce que c'est plus facile pour les gens de demander à ChatGPT que d'étudier eux-mêmes le sujet ou d'aller demander au rabbin. Donc ça va plus vite. Les gens font confiance. Alors, Ça, c'est c'est pire pas que nouveau, ça. c'est abusif. Oui. Ouais, C'est ça. pire que ça, parce que là, tu évoques la question C'est ça. des questions halakhiques ou des questions talmudiques au rabbin, mais demain, tu pourrais avoir presque un rabbin, un agent rabbin. Oui. Juste un point sur ce que tu as dit, Bernard, pour rebondir sur ton sujet de qu'est-ce qu'il nous reste. Il y a un grand sujet chez les mathématiciens qui peut peut-être rebondir sur Villani en ce moment. À résoudre des problématiques que seuls quelques mathématiciens au monde, comme il peut y avoir quelques talmudistes au monde, sont capables de traiter certains sujets. Et donc, tu as des startups qui se sont lancées, des startups mathématiques en IA pour les mathématiques, dont une qui est dans la vallée, j'ai oublié le nom là, qui va me revenir, où c'est un des plus grands mathématiciens au monde, un Villani, qui a arrêté d'enseigner au MIT ou à Stanford, je sais plus où il est, pour monter cette IA avec son étudiant. Parce qu'ils sont convaincus que les prochains Hidushim de mathématiques, ça sera des IA qui sortiront. Donc, ils sont en train de coder les IA pour le faire. Alors que pour créer des IA qui vont être capables de décoder toutes les dernières conjectures qui restent, ou d'aller beaucoup plus loin. Et ça, aujourd'hui, le monde des mathématiciens et des scientifiques, grosso modo, se coupe presque en deux. Il y a ceux qui sont en mode, je pense, plutôt Villani ou Étienne Klein, qui vont garder la spécificité qu'a l'homme à penser contre lui-même. C'est ce que vous disiez, Bocara, la capacité de laisser un jeune parler, mais c'est d'avoir une autre version d'une vision qui te permet de voir autre chose.
Ça, c'est typiquement humain. Et à ceux qui disent non, ça y est, c'est fini, comme Bernard, il n'y a plus de place, les mathématiques, il faut faire les machines demain vont résoudre des problématiques que seules elles seront capables de faire. Qui a raison? Alors, Bernard, comme tu es comment dire, un techno-optimiste, tu peux pas être là le 28 juin. Voilà. Il est déjà dans le pot de possible, Bernard. Bon, alors, regardez, enfin, là, c'est à voir avec ce que tu me rapportes au nom de Claude, que l'Agma dit, Nun chet amudbet, kol ayordim lagina molim, chutz meshosha, shordim veolim. Tous ceux qui descendent au Gehenam, à l'enfer, ils en montent, sauf 3 qui descendent, ne remontent jamais. Les voici, en bas à l'échelle, celui qui va avec une femme mariée, celui qui fait honte à son prochain public, et celui qui donne un sobriquet à son prochain. Alors, le Maharal, il explique dans Netivot Olam la chose suivante. Il explique que ça, c'est les 3 niveaux supérieurs. Tu as il y a 3 choses. Il dit que le nom de Dieu se trouve entre l'homme et la femme. Le nom de Dieu se trouve entre l'homme et la femme. Donc, or, le nom de Dieu, c'est une abstraction. C'est pas quelque chose de concret. Cette abstraction allait casser ce lien entre l'homme et sa femme. Donc ça, c'est aller contre cette dimension supérieure du nom de Dieu. Je ne sais pas un chiour, là, hein, je veux seulement rapporter le point précis. Ensuite, celui qui fait honte à son prochain en public, alors c'est plus que tuer, parce que c'est dire que l'homme n'est pas créé Betselem Elohim. Je veux dire, voilà, espèce d'imbécile, espèce de serpillière. Donc là, j'enlève l'éclat divin qui est en toi. Jacques, alors, on pourrait dire en termes de Kabbalah, il y a une dimension de Bina, il y a une dimension de Chokhmah. La Chokhmah, c'est le visage de l'homme. Je pense que Lévinas, qui a développé l'altérité dans le visage de l'homme, je pense que c'est Shoshani qui lui a dû lui montrer le Maharal dessus. Non, mais j'en suis convaincu. Hein, je pense que c'est le Maharal sur ça, hein, sur cette grande. Et ensuite, le niveau supérieur, qui en Kabbalah représente Keter, celui qui donne un sobriquet, un surnom négatif à autrui. Alors le Maharal il dit, parce que le nom, ça c'est la dimension, abîmer le nom, c'est la dimension supérieure. Ça c'est les mots du Maharal. Nous on avait travaillé ça dans le groupe d'études, c'est-à-dire que le nom, j'explique comme ça, que quand j'étais adolescent, j'avais lu un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jaspers. Vous connaissez Karl Jaspers? Et je me souviens, j'avais lu Introduction à la métaphysique. Et il commençait le livre, la première question en métaphysique, c'est pourquoi les choses ont un sens et pourquoi pas non. Pourquoi ça a un sens et pas rien. Et d'ailleurs, c'est ça le nom. Quand on dit Hachem, on l'appelle le nom. C'est la source de toute signification. Pourquoi les choses ont une signification et pas non? Or, on sait bien que les machines ne comprennent rien. Elles ne comprennent rien. Elles font des calculs, puisque vous dites c'est calculs mathématiques, mais elles ne comprennent rien. Donc, le sens des choses, comment? C'est une dimension de compréhension qu'elles ont. Voilà, certains discutent de la dimension de conscience qu'elles peuvent avoir. Oui, mais le sens, ça veut dire, le sens, ça veut dire, là,
Ariane a dit tout à l'heure, le monde a été créé avec des lettres. Ah, voilà. On va prendre- Il y a quelque chose de profond avec ce sujet. Le monde a été créé avec des lettres. C'est ça, jusqu'au moment où là, il y a un monde de lettres aujourd'hui. Voilà, regardez, c'est ça. Ça, c'est quoi? Selon le chat GPT ou selon. C'est quoi? Non, c'est de l'encre rouge sur du papier. C'est de l'encre rouge sur du papier. Pourquoi vous dites c'est Aleph? C'est de l'encre. C'est de l'encre sur du papier. Ah, vous dites c'est Aleph. Ça veut dire, ça signifie Aleph. Ça, c'est la dimension supérieure. Si toi, tu t'appelles, par exemple, tu t'appelles Raoul, et je me moque de ton prénom, le Raoul, le rat, ouais, le Raoul, je détruis ton nom. Eh bien, ça, le Maral dit, j'ai tout détruit. Il n'y a plus rien n'existe. Tout est possible. Après, tout est possible. Il y a plus de... ça, c'est toi. T'es quelqu'un qui existe. Ça représente toi. Mais si je me moque de ton nom, il n'y a plus rien. Ça veut dire, ça, c'est de l'encre sur un papier. Ça ne signifie rien. Ça, c'est la plus grande dégradation des choses. Et qu'est-ce qu'il a pensé sur ça? Bon, on a discuté, je me souviens plus, non, parce que lui, non, il discutait effectivement, c'est très très bien ce que rapporte Bernard, que lui, il se soucie du sens, justement. Il est attentif à ça. Moi, je l'ai entendu, c'est en l'entendant que ça. Moi, j'étais venu, je me suis dit, à un moment ou à un autre, il faudra un passage du Talmud me vienne pour discuter. Et c'est en l'entendant, je dis, ah, mais ce que vous dites, ça me rappelle ce passage du Talmud. Et ça, c'est vraiment dans le cœur du sujet. Gérard, excuse-moi, tu parlais de ma présence le 28 juin, mais est-ce que vous avez prévu la présence d'un modérateur ou d'une modératrice? Le modérateur, il est là. Il est là. Il est très modéré. Ok. C'est David Non, mais qui va non, être modérateur. D'ailleurs, il m'a dit, Cédric, est-ce que vous avez un modérateur? Alors bon, j'ai cherché un Ruby Onigman. Je lui ai envoyé quelques publications sur le journal K. Ah, Voilà, des textes que tu as écrits sur K. Là, c'est formidable. Alors justement, pour les modérateurs, Claude a prévu une trame de modération, Rudy, hein. Donc le travail est fait, hein. Le travail est fait pour le modérateur. Il y a tout, il y a les il y a les questions, il y a les introductions, il y a les temps d'intervention, il y a les temps de questions, tout est prévu, hein. Ok. Alors regardez, moi, je pense on va rédiger un peu je pense que vous avez dit des choses vraiment extraordinaires. Tout le monde, c'est Une magnifique. synthèse sur ChatGPT avec l'enregistrement. Comment? On fera une synthèse sur ChatGPT. Voilà. Il y a Jonathan, oui, mais excuse-moi, j'aimerais maintenant qu'on voit techniquement comment faire que ça soit qu'il y ait une promotion à la hauteur de l'événement. Regarde. En fait, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qu'on dit aussi. Oui. Je pense. Il y a la notion du rêve. Ah, La notion du rêve. Du rêve. Du rêve. Le rêve. C'est même un film, c'est un propos. C'est même un film. Oui, c'est le titre du livre qui a donné lieu à Est-ce que les restent Alors pourquoi je dis que ça peut avoir rapport avec la Torah? Parce que le Kuzari, par exemple, il commence avec un rêve. Et le Kuzari, c'est le roi des Khazars qui rejette. Il rejette le philosophe, il dit non, mais moi je rêve. Alors, comme si, bon, toi, t'es rêvé, c'est bien gentil, pourquoi ça répond? C'est intéressant. Pourquoi le rêve, c'était
important. Pourquoi le rêve, c'est une révélation et on doit en tenir compte. Et ça, c'est une machine ne peut pas l'avoir. C'est peut-être, qu'est-ce que c'est déjà? C'est peut-être, je ne sais pas si c'est lié avec ce qu'on a vu avant, avec le cerveau qui travaille quand même quand on dort. Très bien. Il fait, voilà, Ça, c'est un très gros sujet. ça rejoint un petit peu. C'est pour ça qu'il fallait quand même. Pourquoi c'est un très gros sujet? Au travail, il y a plein de dimensions. Il y a une dimension qui est associée à la dimension de nécessité d'avoir un rêve. Et biologiquement, que la machine n'a pas à faire puisqu'elle traite de l'instantané. On peut la faire travailler, mais ça reste toujours de l'instantané, c'est du calcul. Alors que vous, humains, vous allez avoir à faire un rêve pour consolider une mémoire, pour les uns et les autres vont dire toucher à de l'infini. Il y a cette dimension comme ça qui est un peu ésotérique, mais qui est aussi biologique, qui n'a, à aujourd'hui, qui ne touche aucune machine, telle qu'on l'imagine dans le fonctionnement. Il peut y avoir demain des humains hybridés qui seront pour partie des machines et qui donc auront des machines qui rêveront à travers les humains. Mais elles rêveront encore à travers les humains. Après, il y a toute une dimension du rêve que tu as mentionné sur le fait que le rêve a une action, nous fait avoir d'autres dimensions. Tout ce qui est la conscience altérée, pas altérée, la conscience quand on est en état de méditation, en état d'andragogie, c'est proche du rêve. C'est-à-dire, de l'état d'éveil à l'état de sommeil, il y a différentes catégories d'états de conscience qui permet de toucher à différentes dimensions de ce qu'on est ou de ce qu'on peut toucher dans nos raisonnements. Les machines, aujourd'hui, à ma connaissance, n'ont pas cette capacité de mettre en œuvre des accès à différentes dimensions de leur être à travers le rêve. Le rêve, c'est une porte d'entrée dans différentes dimensions d'accès à une connaissance qui est plus ou moins profonde que la machine n'a pas. Elle l'a, et certains vont dire oui, à travers les profondeurs de son réseau de neurones, qui, quand tu vas l'explorer, peut te donner différentes dimensions dans tout ce chemin, elle a ces aspects un peu le ghost, toutes les pensées fantômes qui n'ont pas eu lieu dans toute cette dimension que le Maharal en étudie un peu en ce moment, de la voix, du koach poel, de cette dimension de potentiel. Et la machine, ce qu'elle fait de très proche de l'humain aujourd'hui, c'est qu'elle va casser toute possibilité pour aller vers un effectif. Qui est tellement effectif qu'a priori, on n'a plus beaucoup de place. Alors non, s'il y a du rêve, il y a de la place. Parce que le rêve, c'est la capacité de revenir et de donner une autre dimension à ce koach vers un effectif que la machine seule ne peut pas donner parce que l'humain. Alors, il y a plein de dimensions, c'est un sujet énorme, c'est un sujet énorme. Au fil des années, on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un passage dans le traité Brachot qui dit que la personne qui ne rêve pas en 7 jours est un rachat, est un impie. Donc, du mal barré. C'est quelqu'un qui se coupe de l'esprit. Voilà, qui est technique, voilà, complètement technique. Ok, il y a, on se fait une deuxième soirée demain? Non, il y a juste un dernier. Non, mais Tom, c'est extraordinaire. Comment? Et en réalité, toute la journée, on a des pensées spontanées, on a des Mais déclenchements. tu as des rêves. Oui, mais tu as des rêves. Tu as plusieurs sortes de rêves. Tu as des rêves qui sont le résultat de la journée, du bidouillage. Là, on pourrait dire c'est un peu comme une machine. Mais tu as des rêves, tu ne sais même pas d'où ça te vient. Tu as des visions. Tu as des visions, tu ne sais même pas d'où ça te vient. Même pour soigner des gens, on les met dans une étape de. En science-fiction, le rêve est très important. C'est Nick a dit. Oui. Une dimension, justement, arriver à certaines réalités ou certains autres univers par le biais du rêve. Tu peux développer un peu? Je l'ai fait comme ça, mais j'ai pas assez. C'est ça. On s'est présenté dans ce que tu as dit. Dans ses œuvres lui-même, il a témoigné qu'il avait eu une vision, etc., qu'il a fait changer, puis le mystique, etc. Enfin, il me semble que c'est très important dans le. Chez Proust aussi, il y a un passage Oui, il vient là dans ce moment entre le sommeil et l'éveil. Oui, c'est le début. Oui.
Bon, il y a un état entre le sommeil qui Attends, excuse-moi tout de suite, je reviens sur ce que tu dis. Je reviens sur ce que tu dis, parce que tout de suite, là, sur ce que tu dis, c'est que là, tu parles d'un écrivain. Or, aujourd'hui, et tu l'as dit, Ruby, il y a quelques minutes, qu'est-ce que c'est être écrivain aujourd'hui? Parce que l'écrivain, il a des visions, il a un projet. J'ai vu dans un livre de Chassidoute qui dit, ça va aussi avec ce que je disais tout à l'heure sur la Bina, qu'un livre vient d'un pleur. Tu peux pas écrire sans pleurer aussi, parce qu'il faut être inspiré. Tu peux, par exemple, quelqu'un il écrit un article. Un article, tu as un sujet, tu crées ton article. Mais un livre, c'est un truc en toi que tu as une vision. Et pendant des années, tu vas travailler ton truc. Tu sais même pas qu'est-ce que tu sens qu'il faut que tu le fasses, mais tu sais pas encore qu'est-ce que tu vas faire. Et c'est un rêve, c'est une vision. Or, aujourd'hui, avec effectivement, moi qui suis un grand lecteur, je ne sais pas si c'est bien, mais je suis un grand lecteur. Maintenant, j'ai peur d'acheter des livres, j'ai peur que ce soit des trucs écrits avec intelligence artificielle. C'est comme ta musique, là. Voilà, qui était excellent. Choquant. C'est faire partir de choses qui existent déjà. Tu es censé Voilà, sans cesse reconstruire. En tout cas. voilà, c'est une vision. Il y en a d'ailleurs qui n'arrivent pas à écrire pendant des années. Problème, Et ils ont le problème aussi, même dans dans les ateliers littéraires, c'est souvent reproché que tout le monde il sait que pour écrire un best-seller, c'est anglo-saxon. Très américain. Oui, c'est ça, c'est américain. Et voilà, en tout cas, beaucoup d'écrivains français, ou sûrement des autres, s'opposent à ça, quoi. Il n'y a pas vraiment de méthode, il ne faut pas vraiment apprendre à écrire. tu voulais dire quelque chose. Juste un point, je pense que c'est un point, je sais pas. J'ai l'intuition en tout cas que c'est un point qui peut raccrocher les wagons avec Cédric Villani sur son aspect plus politique et engagé. C'est que la transformation majeure qu'on va avoir demain et qui sera assez indépendante des modèles, etc., c'est qu'on rentre dans un monde qu'on appelle agentique. Ce sont un ensemble d'agents à qui on va déléguer la possibilité de faire des choses avec une certaine intelligence en fonction des modèles qu'on leur associe ou de leur expertise qu'on leur associe, ils vont être capables de faire plus ou moins de choses tout seuls. Le modèle agentique, c'est la transformation. Un des sujets que nous, on traite beaucoup à l'Akhritement ou dans la Gemara, c'est la délégation, c'est la responsabilité du délégué. C'est exactement le sujet que les politiciens doivent arbitrer aujourd'hui. Et comme ils ne comprennent pas grand-chose à l'intelligence artificielle, à l'agentique encore moins, bah, ça n'avance pas ce sujet politiquement. Donc le sujet de l'agentique en IA, c'est le sujet éthique sur lequel personne ne se positionne. Tu peux me répéter agentique, j'ai pas compris. Aujourd'hui, ChatGPT, vous l'utilisez principalement pour poser des questions et avoir une connaissance. Beaucoup l'utilisent pour faire des tâches. Vous avez pris l'exemple du trading. Est-ce que c'est autorisé de lui demander de faire du trading Shabbat pour vous? Bon, c'est une responsabilité, mais qui concerne principalement les Juifs. Mais il y a d'autres responsabilités pour tout. Commander votre billet d'avion, commander votre pizza, inscrire vos enfants à l'école et les éduquer peut-être sans vous. Vous pouvez tout imaginer, parce que tout va t'arriver. Et dans le monde agentique, mettre un cadre et se positionner sur dans quelle mesure je mets un certain niveau de responsabilité à la délégation que je donne aux machines, c'est pas demain, c'est maintenant que ça se passe, et c'est un sujet qui est profondément ancré dans la vie de tous les jours, dans la politique. Ça, l'entendre sur ce sujet, et peut-être prendre quelques exemples sur
les responsabilités qu'on donne à ces agents ou comment les cadrer, ça fait partie de l'alignement, les choses dont on a parlé ensemble, qui sont pas que comment j'entraîne la machine à bien dire ou pas halluciner. Ça va un peu plus loin. On parle de l'action. On parle de donner des actions à des machines avec un certain nombre de libertés et les degrés de liberté de ces machines. À aujourd'hui encore, c'est nous qui les fixons. C'est à creuser en tout cas. Mais ça, c'est un sujet important qui va le toucher, je pense. Alors, regardez, franchement, c'était formidable. Je pense qu'on pourrait faire encore une deuxième soirée. Moi, je te trouve. Merci des étapes. Maintenant, là, on est à un peu moins de 4 semaines. Donc, il y a un travail de promotion à faire. Alors, Jonathan, tu as fait une affiche. Si vous avez des remarques à faire, peut-être on ne va pas les faire. Qu'est-ce que les gens ils vont venir? Mais ils vont trouver quoi? À part une collation après. Mais il y aura sûrement une collation où on va discuter un peu à bâton rompu. Mais euh, et, et, et comment fait-on une promotion si vous avez des idées. Non, moi j'aime bien l'affiche. Oui. Regard croisé sur l'IA, je trouve ça bien. Après, le Talmud et les bouleversements technologiques, moi, bon, c'est bien, mais je trouve que j'aurais dit c'est mieux si on pose une question ou une problématique. D'accord. Parce que machin et machin, c'est un peu, ça manque un peu d'aspect. D'accord. Alors ouais, quoi, par exemple? L'humain est vers l'humain remplacé, ou je sais pas, je te laisse vers la fin de l'être humain, ou quelque chose où les gens ils se disent, ah, c'est la question que je me pose, quoi. C'est quoi la question? Et c'est quoi la question qu'on se pose? L'être humain est-il en train de se placer? Ou comment c'était tout à l'heure? Y a-t-il encore quelque chose de spécifique à l'être humain? L'être humain a-t-il du sens? Ouais, ça, c'est déjà compliqué, mais Y a-t-il, l'humain est-il remplaçable? ouais, voilà, c'est ça. Joli. Ouais, mais moins que le Talmud et les bouleversements technologiques. Ça veut dire le pape, quoi. Ouais. L'humain est en train de perdre sa spécificité. Ouais, comme ça, mais ça reste dans le même ordre. Ça va être trop, on connaît déjà la réponse. Alors là, dans l'étude, entre 13h et 14h, entre 13h et 14h, vous étiez là, j'ai voulu défendre le côté positif de ces bouleversements technologiques. Ouais. Hein, mais bon, parce que l'humanité a toujours, il y a toujours eu des bouleversements. La machine à vapeur a changé complètement la face de la Terre. L'électricité a changé la face de la Terre. Les antibiotiques ont changé la face de la Terre. Il y avait avant une mortalité infantile de dingue. Ça a diminué. La démographie a. Donc, il y a des bouleversements, il y en a tout le temps aussi. Hein. Et il faut faire face à ça. Donc, peut-être c'est très, très bien ces bouleversements. C'est savoir quoi faire. Quoi faire avec ces bouleversements. Ok, on va un petit peu méditer là-dessus. Et on va au rendez-vous avec Dmitri. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, c'est bon. On peut bien l'entendre. C'est bon. Et nous, on va faire la promo. Yerkiel, si tu veux être avec nous. Oui. Hein? Ouais. Allez, on va venir en délégation. Et la promo, toi, tu vas faire avec les professeurs Gèche. Et Ouais, nous, avec le réseau académique, quoi. D'accord. Oui, alors petite question à laquelle je ne sais pas répondre. Bon, mais
gratuit l'entrée, 5 euros l'entrée, 10 euros l'entrée, 15 euros l'entrée. Ici. Non, je pense qu'on a fait rapide. Moi, les jeunes à qui j'ai parlé, c'est des étudiants. C'est pas évident. Attends, alors pizza, il a payé 15 euros. Non, 5 euros, par exemple. Étudiants gratuits, les autres, 50 euros. Gérard, combien de places tu as? Donc, voilà. Ouais. Soit vous mettez Alors, autre question. Moi, je suis pour faire gratuit. Est-ce que on fait une campagne 7 jours, 7 soirées et à la mémoire de Tata Ginette? Quelqu'un, il prend que 3 000 euros. Non, vous l'aimez pas, ça. Ça enlève du prestige. J'aime le prix, j'aime le prix. Ça fait trop tata. Tata Ginette. à moins qu'il Sauf c'est Villani. Gérard, tu as combien de places disponibles? Tata Solika. Peut-être Villani, il veut dédier à Tata Solika. Non, vous n'aimez pas? simplement. Non, parce que je voulais. Ça fait trop conspicueux. Ça fait pas Villani, quoi. Non, vous n'avez pas aimé, là Ou des choses comme ça. J'ai posé la question. Moi, je suis pas contre des prix, hein. Mais bon, c'est une vraie salle, t'as Poutine Orga, c'est pas compliqué, quoi. Mais Villani, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Les gens paieraient 150 euros sans problème pour venir l'écouter pour un sujet très, très complexe. Mais là, c'est pas le sujet. Nous, on devait venir ici, a priori, peut-être dans une salle. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Plutôt ici. Regardez, là, Lui, il a eu une demande de son côté? non. Je te dis, il va à un lycée agricole. Alors, on peut lycée. Non, parce que j'ai vu cet après-midi. J'ai vu cet après-midi un genre de lycée agricole de Brive-la-Gaillarde. Je l'ai vu, il était la semaine dernière. Regardez sur Internet, il y a un jour, il était à la campagne. Là. 150 ici? Ah, si, c'est Non, ici, au respect de Rabat-Bois, il y avait 100 personnes. Il y avait 100 personnes. C'est vrai, non, mais c'est pas faux. On peut se retrouver avec beaucoup trop de monde, en fait. Ouais. Ça peut faire venir beaucoup de monde. La salle de le but, c'est que ce soit des chemins. Oui, c'est ça. Ouais, l'objectif, c'était Oui. C'est que c'est parce que bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pour, qu'on soit pas pour, je pense qu'il y aura des gens qui vont être critiques. Qu'est-ce que vous faire venir de non-juifs dans une yeshiva? D'accord. Mais quoi? Tu rigoles ou quoi? Évidemment. Même moi-même, je me pose cette question. Alors, mais quand même, disons que j'assume la chose, c'est pas neutre. Ça signifie quelque chose. On est une yeshiva des étudiants. On s'adresse à des étudiants. Donc, si c'est délocalisé, ça perd de sa. C'est prestigieux pour la yeshiva de faire venir quelqu'un. De la même manière, quand il y a eu la soirée pour Rabat Bol, bon, c'était bourré craqué. C'était. Il y a quelque chose, quoi. Bonne question. J'ai appelé le mec encore aujourd'hui. Bon, mais on peut. Des clims d'appoint, ça peut se trouver. Ouais, ça fait du bruit. Ouais, oui, c'est pas bon, ça. Ouais. Dans les appoints, ça fait. On filme. Oui, mais on va te shooter, on va te shooter. Même, il faut pas qu'il y ait- Personne ne Non, mais touchera. Personne ne se touchera. Quelqu'un bouge à l'extérieur. Ceux qui payent en haut et ceux qui ne payent pas, retransmission, on va commence avec des médecines. Fan zone. Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Hein. Merci. Voilà.